Thierry Souquer, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous permettre de nous interviewer. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes éditeur de nombreux ouvrages un petit peu polémiques, un petit peu péchus. Vous publiez votre nouvel ouvrage qui s'appelle Le mythe de l'ostéoporose, encore un pavé dans la mare. Qu'est-ce que vous vouliez lancer comme message avec le mythe de l'ostéoporose? Le mythe de l'ostéoporose, ça veut dire simplement que il ne s'agit pas de nier la réalité de cet état de fait, c'est-à-dire que les os avec l'âge deviennent un petit peu plus fragiles. Donc c'est une fragilité osseuse. En revanche, ce que je veux dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que l'ostéoporose n'est pas une maladie. Et donc si ça n'est pas une maladie, on n'a pas besoin de la dépister, on n'a pas besoin de la traiter, que ce soit par des médicaments ou des laitages. Et ça n'est même pas le facteur principal de la fracture. Ça n'est pas ce qui explique la majorité des fractures. Ça n'est pas parce qu'on a perdu de la matière osseuse qu'on va se casser des os une fois qu'on a 70, 75, 80 ans. Alors, très souvent, on dit que les personnes se fracturent et tombent après. Et vous pensez que c'est l'inverse, qu'elles tombent et elles se fracturent après? Ah oui, la réalité, c'est ça. Sauf si on a pris des médicaments, il y a certains médicaments qui sont des médicaments qui sont censés protéger l'os. Je pense aux bisphosphonates. Ces médicaments ont des effets secondaires qui sont de ce type-là. C'est-à-dire que la fracture intervient quasiment, on appelle ça des fractures de fragilité. C'est-à-dire qu'elle intervient quasiment sans qu'il y ait eu de choc, sans qu'il y ait eu de chute. Mais pour les fractures classiques du col du fémur, c'est la chute qui est l'élément principal. Alors donc ça serait une espèce de mensonge bien fabriqué que de dire la fracture c'est dû à l'ostéoporose, en fait elle est due à la chute. Donc ça je le répète, mais c'est quand même très important de préciser ça. La fracture est due à la chute et la première des précautions qu'on doit prendre vis-à-vis des personnes à risque, ils sont souvent des personnes un petit peu plus âgées, c'est de s'assurer qu'elles ont une bonne stabilité, qu'elles ont une bonne musculature, qu'elles ne prennent pas des médicaments qui peuvent perturber l'équilibre. C'est ça les mesures principales. Or, ces mesures, elles ne coûtent pas un sou. Bah oui. Ce n'est pas des mesures qui... C'est pas brevetable. C'est pas brevetable, ça ne coûte pas un sou à la Sécu. Et pourtant, c'est à ce niveau-là qu'on aurait le plus d'impact sur le risque de fracture. Alors, sans déflorer toute la substance du livre, on revient un petit peu en arrière et vous dites carrément que l'ostéoporose a été érigée en maladie sur des faux. Le dépistage par l'ostéodensitométrie est faux. C'est une coalition d'intérêts entre, d'une part, l'industrie pharmaceutique au début et certains médecins spécialistes de l'os. Et cette coalition, elle s'est créée et elle a accouché de l'ostéoporose maladie. Et au mois le mois, j'en décris les étapes. Je raconte quels sont les protagonistes. Je donne des noms, comme à mon habitude. Il y a dans ce livre des noms de personnes qui ont œuvré pour que cette fragilité soit considérée comme une maladie. Alors ils l'ont fait peut-être de bonne foi, ils l'ont fait peut-être de mauvaise foi, ils l'ont fait peut-être. En tout cas, ça a été fait et aujourd'hui, on vit avec effectivement cette ostéodensitométrie qui est censée être le juge de paix. Qui va permettre de dire si une femme a un risque de fracture ou pas. Or, autre aspect du livre, je montre dans un chapitre que je consacre à l'ostéodensitométrie, pourquoi l'ostéodensitométrie ne permet pas de prédire le risque de fracture. Donc c'est un examen inutile. Alors vous dites en gros que toute la prescription qui est autour de l'ostéoporose, et Dieu sait qu'il y en a, aussi bien des règles d'hygiène alimentaire que l'on connaît et que vous avez décriées plusieurs fois avec les produits laitiers, etc. Mais aussi les médicaments sont fondés sur un dogme mensonger. Oui, absolument. Sans aucun scrupule. Oui. De leur part, j'entends. Les médicaments, par exemple, la balance bénéfice-risque des médicaments, donc il y a des bénéfices extrêmement marginaux, très faibles. En revanche, des risques qui sont très réels, qui sont extrêmement inquiétants. Et mon avis, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, je cite des études, des chercheurs qui partagent exactement le même diagnostic, c'est que l'équilibre, la balance entre ces bénéfices-là et les risques n'en vaut pas la chandelle, ça vaut pas le coup, quoi.
Alors, Il ne faut pas prendre des médicaments. en fait, vous refaites toujours, parce qu'on voit sur la couverture très clairement les laitages. Donc Oui. je sais que c'est avec vos différents ouvrages, Les mensongers propagande, c'est un cheval de bataille. Et vous pensez que c'est toujours d'actualité cette guerre contre les laitages? Alors, ce n'est pas la guerre contre le laitage, c'est la guerre j'ai rien contre le lait ou Mhm. les produits laitiers. Ouais. J'ai tout contre le discours autour C'est de l'usage qu'on en ces fait. aliments. Voilà. Mhm. Donc, donner à ces aliments des vertus quasi magiques, parce qu'aucun autre aliment n'est paré de ces vertus. On ne dit pas les aubergines vont prévenir le diabète. Enfin, on est dans quelque chose qui relève de l'aberration la plus totale et qui est dicté par le contexte économique dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire la France, un des plus gros producteurs laitiers mondiaux. Et on a cette pression pour nous faire accepter l'idée qu'il faut consommer des laitages, non pas parce que ça nous apporterait du plaisir, mais parce que ça nous apporte de la santé. C'est quasiment un médicament. C'est quasiment un médicament. Donc c'est contre ça que je me suis élevé. Donc pour vous, c'est véritablement un produit marketing, constitué complètement autour du marketing et de l'économie. Oui, la raison pour laquelle on tient ce discours-là, oui, est purement économique. Après, les laitages, ils sont dans notre patrimoine gastronomique. On peut en consommer si on les tolère. Il vaut mieux en consommer avec modération, mais on peut en consommer. Il n'y a pas d'interdit sur ces aliments-là. Je ne suis pas en train de dire virez-les, sortez-les de votre caddie, de votre chez vous, n'achetez plus de laitage. Pourtant, on sait que c'est de la plus tendre enfance jusqu'à un âge avancé, on sait que les produits laitiers ne sont pas très favorables à la constitution osseuse, à la santé. Ils ne sont pas favorables à l'os, ça on en a les ne serait-ce qu'à la digestion, je reviens aux nourrissons, la digestion du nourrisson est très très difficile avec les produits laitiers. Oui, il y a des enfants qui ont du mal à digérer, il y a des adultes qui ont du mal à digérer, il y a des intolérances au lactose, c'est des facteurs aussi de maladies auto-immunes. Diabète de type 1 qui prend des allures d'épidémie dans les pays gros consommateurs de laitage. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'arguments aujourd'hui pour au moins prêcher la modération. C'est ça, ne pas les arrêter, mais ne pas en faire on peut la les clé arrêter, de l'alimentation. Voilà, absolument. Ce n'est pas un pilier. On peut en consommer si on les tolère. On peut en consommer si on les tolère. Si on a une intolérance au lactose, qu'elle soit manifeste, si on a une maladie auto-immune, il ne vaut mieux pas consommer de laitage. Et vous dites que ceux qui préconisent cette consommation sont ceux experts dans les laboratoires pharmaceutiques, sont accoquinés de près ou de loin à l'industrie des produits laitiers. Alors ceux qui font la promotion. Oui, la promotion des laitages, pour la plupart, sont liés à l'industrie laitière. Alors, comment le grand public et le monde scientifique appréhendent ces discours? On voit sur votre site et sur les blogs que ça prend un petit peu racine, qu'on voit de plus en plus de personnes dire « j'ai arrêté les produits laitiers, je sais que ça me fait du bien. Je suis content d'entendre qu'un praticien m'a dit qu'il fallait que j'arrête les produits laitiers parce que vraiment, je me forçais à l'arrêter. » Mais comment la communauté scientifique appréhende ceci, si tant est qu'elle veuille bien l'entendre? Eh bien, il y a une partie très très importante de la communauté scientifique qui tient exactement le même discours que moi. Moi, je me suis juste fait le porte-parole ou la caisse de résonance de données scientifiques qui sont véhiculées par Vous êtes un enquêteur, quoi. Un médiateur, en quelque quelque sorte. Voilà. Vous enquêtez aussi. Et un enquêteur aussi. Mais bon, pour ne citer par exemple que l'école de santé publique de Harvard, ils ont exactement le même discours que moi, au mot près. Et pourtant, les Américains sont des gros consommateurs de lait. Les Américains sont de gros consommateurs de lait, mais ces chercheurs-là, c'est la plus grosse unité de recherche en nutrition au monde. Ils disent n'attendez pas des miracles des laitages, ça ne prévient pas les fractures et ça peut être lié à un risque accru de certaines maladies, donc allez-y mollo avec les laitages. Bon, c'est le discours que nous tenons ici. Donc la communauté scientifique, d'une certaine manière, une partie de cette communauté scientifique, notamment celle qui n'est pas liée à des intérêts privés, endosse absolument ce discours-là. Ce n'est pas du tout un discours isolé aujourd'hui. D'accord, donc vous préconisez la modération, absolument pas l'interdiction radicale et systématique. Sauf s'il y a des intolérances. Et après, justement, quand il y a pathologie installée, là, le site lanutrition.fr donne un certain nombre de règles d'hygiène alimentaire. Oui. Donc des conseils nutritionnels qui permettent justement de régler et d'avancer dans le soin de certaines pathologies. On y croit, on le met en avant. Mais moi, je n'attends pas que les gens suivent de manière servile ou aveugle les préconisations qu'on fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'éduquer les gens, de leur donner des outils
qui leur permettent de décrypter la communication scientifique ou les données scientifiques de manière à ce qu'ils soient, in fine, qu'ils soient autonomes. Et après, qu'ils soient capables même de critiquer ce qu'on peut écrire. Comme c'est un domaine très complexe, la science, tout le monde n'a pas fait des études scientifiques, on est obligé d'équiper les gens d'un certain nombre d'outils. Donc on leur apprend un certain nombre de concepts de base, qu'on aurait pu voir d'ailleurs au lycée, qu'on pourrait voir dans des classes, plutôt que de voir défiler les industriels de l'agroalimentaire vendre leurs produits comme c'est le cas aujourd'hui dans les salles de classe. On devrait avoir ce genre d'outils. Et là, comment la vitamine D est synthétisée, par exemple, par exposition au soleil. Ne serait-ce que ça, apprendre comment on synthétise de la vitamine D lorsqu'on se met au soleil. Ben, on comprendrait qu'en hiver, on peut se mettre au soleil, même sur une piste de station de ski, on ne va pas faire de vitamine D. Simplement parce que la longueur d'onde du rayonnement UV n'est pas adéquate. En revanche, en été, oui, on va pouvoir faire la vitamine D, mais on va en faire surtout aux heures chaudes de la journée, c'est-à-dire entre 11h et 15h. Ça, c'est dans les études. Donc si on voit ça, on s'aperçoit que les discours qui nous disent, qui nous incitent à éviter le soleil, jusqu'à 16-17 heures, n'ont pas de sens. Parce que là, on prend des UVA à 16 heures, mais quasiment beaucoup moins d'UVB, donc la production de vitamine D est entravée. Donc, équiper les gens de ces notions, ça leur permet de discriminer ensuite et de prendre des bonnes décisions à leur niveau. Donc les informations, si je comprends bien, vont agir aussi bien sur, là je sais que vous avez publié un nouveau bouquin sur le gluten, donc là aussi c'est une information, c'est pas arrêter le gluten. Non, c'est dire voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui, et voilà des arguments, si vous avez une maladie auto-immune, pour faire cet essai-là. Tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est difficile. Mais il y a des gens qui sont tellement handicapés par une polyarthrite rhumatoïde, par une spondylarthrite, une maladie de Crohn, etc., qu'on leur dit, ben voilà, ça c'est une piste. Plutôt que la médicalisation qui est de toute façon plus ou moins un échec, il y a là quelque chose que vous pourriez essayer. C'est ça, c'est une piste, une orientation thérapeutique. Voilà. Alors l'agression est permanente, l'agression nutritionnelle, environnementale est permanente. Donc on ne peut pas changer, on ne peut pas aller contre ce progrès-là, parce que si tant est que ce soit un programme, en tout cas, on ne peut pas aller contre cette évolution. Donc vous pensez que le seul moyen, c'est de s'en prémunir avec des meilleurs outils alimentaires d'hygiène de vie. D'hygiène de vie, oui, absolument. Oui. Et de toute façon, si on cherche à se faire du bien à titre individuel, il y aura un impact dans notre environnement, sur la collectivité, sur la planète aussi. Sur la planète. Thierry Soucard. Merci de ces propos.